dernière question pour cette série. Monsieur Cotonès pour la France Insoumise. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, vous êtes réputée pour votre expérience de directrice des ressources humaines, laquelle vous fait avoir un regard avisé sur les relations sociales au sein de l'entreprise. Et nous avons appris, vous le savez, qu'en 2013, vous avez levé votre option d'achat sur les stock options de Danone, réalisant ainsi une opération qui vous a permis de dégager un bénéfice de 1,19 million d'euros. Cette juteuse opération a été rendue possible suite à l'annonce de suppression de postes, 900 suppressions de postes dans 26 pays européens. La question ici n'est pas de savoir si cette opération a été réalisée de manière délibérée ou pas, ce n'est pas à nous d'en juger, mais en tout cas, force est de constater que, délibérément ou non, vous avez bénéficié d'une somme importante suite à des licenciements. Et à l'heure où le gouvernement prétend moraliser la vie publique, nous vous posons la question de savoir si, de votre point de vue, cela est bien moral. Sur le texte, plus précisément, ma question porte sur le périmètre d'appréciation des difficultés économiques de l'entreprise. Nous avons appris dans les Échos que le gouvernement envisageait de réduire le périmètre d'appréciation des difficultés économiques au seul territoire national, ce qui, de notre point de vue, permettrait à ces entreprises de justifier de licenciements économiques alors même que leur situation économique au niveau mondial serait florissante. Et même, les entreprises multinationales pourraient organiser artificiellement des déficits en France de manière à pouvoir licencier. Nous avons bien noté que pour éviter cela, vous comptez a priori faire en sorte que ces licenciements soient considérés comme sans cause réelle et sérieuse à partir du moment où une entreprise aurait organisé le transfert de la trésorerie d'une filiale française vers une autre filiale. Mais à l'heure où vous prétendez alléger la complexité juridique de notre système, vous compliquez là la tâche des juges en leur confiant une évaluation complexe société dont vous savez bien qu'elles ne sont pas en un seul bloc. Donc la question est la suivante. Pourquoi réduire à tout prix le périmètre d'appréciation des difficultés économiques ? Quelle simplification comptez-vous en tirer, si ce n'est celle de la vie des multinationales et de leurs actionnaires qui pourront de fait multiplier les plans sociaux sans craindre que des procédures trop longues et trop complexes n'aboutissent ? Bien, Madame la Ministre. Oui, alors en ce qui concerne le contrat de chantier, aujourd'hui le contrat de chantier qui est dans le bâtiment principalement, nous pensons qu'il peut avoir du sens dans certains secteurs, pas tous. Ça peut être vrai pour les grands projets informatiques, pour la construction navale, ça n'a pas de sens dans la boulangerie, c'est évident. Donc ça n'est pas un dispositif qu'il faut généraliser. C'est d'ailleurs pour ça que nous ne prévoyons pas du tout de le mettre au niveau de l'entreprise. Par contre, dans le cadre du renforcement des rôles des branches, nous envisageons effectivement, je l'avais dit suite, c'est la concertation numéro 1, d'avoir un item qui s'appelle gestion et qualité de l'emploi dans les champs de la négociation de branche, dont le contrat de chantier. Pourquoi ? Parce que dans certains métiers, ça peut avoir du sens à la fois économique et social. Dans la construction navale, par exemple, c'est déjà arrivé que des chantiers puissent être perdus parce qu'il n'y avait pas moyen de pouvoir, des chantiers où il faut beaucoup de compétences, c'est pareil sur le plan informatique, de mettre des demandeurs d'emploi qui étaient prêts à être formés dans ce dispositif parce qu'il fallait qu'on puisse non pas avoir des CDD, mais de l'intérim. Et donc, il n'y avait pas non plus un deuxième chantier derrière qui pouvait garantir à l'avance le CDI. Donc aujourd'hui, le CDI de chantier, quand il est bien utilisé, il permet de sortir de la précarité un certain nombre d'intérimaires et de CDD qui sinon sont condamnés la succession, je veux bien plutôt, qui sont condamnés à à rester dans la précarité. Vous savez que, enfin, je pense qu'on sera tous d'accord ici, que notre problème, c'est non seulement le taux de chômage, mais c'est que soit on est dans la case du CDI et on est assez conforté, soit on est dans l'emploi précaire et c'est extrêmement difficile d'en sortir. C'est un des problèmes du notre chômage des jeunes, c'est non seulement son taux, mais cette difficulté d'accès au CDI, qui reste la norme, qui doit le rester. Je rappelle que c'est 85% des emplois en France. Et on veut que ça reste la norme. Mais, donc le CDI de chantier, dans certains secteurs, peut amener du coup à accéder à quelque chose qui est mieux aujourd'hui que le travail précaire. Et en même temps, à permettre à l'entreprise de répondre à un marché qu'elle pourrait saisir. Alors, le deuxième avantage pour les salariés concernés, c'est que sur votre feuille de paie, il n'est pas écrit si c'est un DIX A, B ou C. Il est écrit CDI. Et l'expérience prouve, l'expérience de chantier, parce qu'elle existe depuis une vingtaine d'années, je crois, dans le secteur des bâtiments, que en fait, ça permet du coup
d'accéder au logement, à l'emprunt, etc. Ce qui est honnêtement extrêmement difficile sur le CDD ou un intérim, je pense que tout le monde l'a constaté. Donc, de ce côté-là, c'est mieux. Et pour les entreprises, ça va permettre de planifier. Et je vais vous dire, vous savez, quand vous avez eu 3 ans les salariés que vous avez formés, etc., le but des entreprises, c'est le plus possible d'avoir un nouveau chantier et de continuer. Donc, je pense que avec mesure, c'est un bon dispositif. Et le avec mesure, c'est le confier à la négociation de branche. Je ne connais pas une organisation syndicale qui accepterait de signer un accord sur les contrats de chantier qui ne donne pas des contreparties sécurisantes pour les salariés. Donc, et de même, les employeurs ne vont pas le faire s'ils n'en ont pas vraiment besoin. Donc je pense qu'en le mettant dans la négociation de branche et exclusivement dans la négociation de branche, je pense qu'on part au risque éventuel. Et par contre, c'est un atout de plus pour à la fois la saisine de certains marchés long terme qui sont difficiles à prendre aujourd'hui pour les entreprises, mais aussi de sécurisation progressive du parcours pour un certain nombre de salariés demandeurs d'emploi qui sont en situation précaire. Sur le compte pénibilité, vous avez raison, il y a une différence entre les trois. D'abord, je rappelle qu'il n'y a aucun des facteurs qui a été sorti. Les 10 facteurs sont confortés. Simplement, c'est le mode de déclaration qui change et du coup, le mode de traitement derrière. L'urgence, c'était de régler les 3 sujets ergonomiques qui, comme je l'avais expliqué, étaient une usine à gaz dont les agriculteurs, les artisans étaient absolument incapables de remplir l'obligation, ce qui fait qu'elles auraient été en faute et les salariés n'auraient pas été plus protégés puisqu'ils n'auraient pas été déclarés. Donc nous avons trouvé une solution pragmatique pour ce problème en gardant la justice sociale qui est effectivement que les salariés qui ont eu des métiers pénibles puissent partir 2 ans à la retraite à temps plein plus tôt, mais en réglant le problème de... on va le régler par les ordonnances, mais on a annoncé déjà ce qu'on ferait, le problème de la déclaration, et d'ailleurs en permettant au passage que dès l'année prochaine, environ 10 000 personnes puissent partir à la retraite à taux plein 2 ans avant, alors que dans le système de comptage de points, ça ne serait arrivé que dans une vingtaine d'années. Ceci étant, vous avez raison sur le risque chimique. Sur le risque chimique, je voudrais être très clair. Oui, à la différence de certains autres risques, le risque chimique, les conséquences peuvent se voir à long terme. D'abord, sur l'amiante, il n'est pas question une seconde de toucher la réglementation actuelle. C'est hors sujet. Sur les autres risques chimiques, il y a beaucoup de choses déjà prévues dans le secteur chimie avec des obligations particulières. Donc, j'ai demandé un travail plus approfondi sur ce sujet pour être sûr que sur le risque chimique, on est complètement bordé avec ce qui existe, dans le même esprit que ce qui était là. Si ça ne l'était pas, il faudrait amener des éléments complémentaires. En tout cas, on fait bien la distinction entre des risques à effet à court terme et des risques à effet à long terme sur lesquels, effectivement, des dispositifs différents doivent s'appliquer. Mais d'une certaine façon, avec beaucoup de retard, mais on a maintenant un dispositif sur l'amiante qui prend bien en compte cette longue durée qui est le fait de tout le risque chimique. Ensuite, sur la revalorisation des indemnités légales, oui, j'avais annoncé à l'Assemblée que nous revaloriserions les indemnités légales. Je rappelle qu'elles s'appliquent à tous les licenciements de tous les salariés et non pas simplement à ceux qui vont en contentieux au prud'homme. Donc c'est un peu toujours l'esprit il vaut mieux prévenir que guérir et il vaut mieux traiter justement que de pousser tout le monde à aller au contentieux parce que c'est pas l'intérêt d'aucune des deux parties, ni l'employeur ni le salarié. Après, les indemnités légales sont aussi un critère qui sert de référence pour beaucoup de choses. Donc, pour savoir qu'à quel montant il faut le monter, il faut tenir compte de tout ça. On n'a pas encore statué. C'est un peu un équilibre aussi avec le barème. Donc, c'est l'ensemble qui sera discuté, je dirais, qui sera décidé d'un seul tenant. En revanche, nous avons proposé au Sénat un amendement gouvernemental qui a été adopté la semaine dernière, qui vise aussi à permettre des indemnités légales en dessous d'un an d'ancienneté. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, il n'y a pas d'indemnité légale en dessous d'un an d'ancienneté. Dans le même esprit, nous avons pensé, alors elles seront moins importantes, parce qu'évidemment, l'ancienneté compte beaucoup dans les indemnités légales, ce qui est logique, mais je pense que le fait de pouvoir avoir une indemnité légale qui démarre pour tout licenciement et non pas simplement au bout d'un an, fait partie de la même logique. Oui, il faut donner de la visibilité, donc plafonner, qui est un plancher, un plafond pour les barèmes de dommages et intérêts, sauf cas d'exceptionnelle gravité. Mais oui, il faut aussi que une perception de l'accès aux indemnités de licenciement soit réelle pour les salariés.
Ensuite, oui, sur les déploiements de bases de données, je crois qu'il faut. On a aujourd'hui, enfin là-dessus, il n'y en a pas prévu de disposition particulière, mais je pense que c'est un travail continu et que ça n'a pas été soulevé par les partenaires sociaux comme un élément prioritaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites. Mais c'est tout à fait le genre de choses qui peuvent être continuer à évoluer dans le temps. Voilà. Sur vos deux questions, je vais commencer par le périmètre d'appréciation. Aujourd'hui, il y a un périmètre d'appréciation du motif économique de licenciement mondial qui aujourd'hui ne s'avère pas de fait opérant parce qu'il n'empêche pas les travers que vous évoquez. D'autre part, nous sommes ce seul pays, peut-être pas au monde, il y a peut-être un ou deux qui font ça que je ne connais pas, en tout cas le seul pays européen qui a cette conception-là, ce qui est un véritable frein pour non seulement les investissements, mais même la compréhension, tant du côté employeur que syndicat, des autres pays européens. Je rappelle que 60% des investissements étrangers en France sont des investissements européens. L'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni étant les premiers en ordre d'investissement. Eux-mêmes n'ont pas ces dispositifs, c'est-à-dire qu'ils apprécient en périmètre national et ont du mal à comprendre pourquoi leur siège, donc leurs salariés et leurs employeurs sont concernés alors que la réciproque n'est pas vraie. Mais en plus, ça ne protège pas sur le fond, car comme vous l'avez évoqué, un siège lointain, avec des règles de toute façon très différentes, c'est très difficile pour le juge d'apprécier. Et je pense qu'une des solutions, c'est d'aller vers un périmètre national ou européen, ça peut faire partie des arbitrages des derniers jours, mais en même temps, et vous l'avez évoqué, de mettre dans la loi le fait que c'était sous réserve qu'il n'y ait pas de création de difficultés artificielles. Et ça, c'est assez documenté maintenant par la jurisprudence. Et donc, ça laissera le pouvoir d'appréciation au juge qui doit pouvoir se prononcer là-dessus, sachant que la jurisprudence est de plus en plus étoffée sur le sujet. On commence à voir assez bien ce que ça signifie. C'est important d'en mettre l'intention dans la loi pour que le juge puisse en saisir s'il l'estime nécessaire dans un certain nombre de cas. Donc, en fait, si on est à un périmètre plus géographiquement plus restreint, mais cette référence à il ne faut pas créer des difficultés artificielles, je pense que c'est un système qui permettra à la fois de ne pas, j'ai empêché de l'investissement ou de la compréhension pour ceux qui, c'est la majorité des entreprises, gèrent, de façon constructive et sainement leurs investissements, et de se border des quelques cas d'excès. Il y aura toujours des cas d'excès dans la loi, est là aussi pour protéger les cas d'excès, mais il faut aussi qu'elle permette à ceux qui veulent investir d'investir. Elle doit faire les deux. Ensuite, sur votre point me concernant plus personnellement, même si ça n'est pas le lieu ici, puisque vous me posez la question, je voudrais vous dire ce que j'en pense. Premièrement, comme pour tous les dirigeants d'entreprise, ma rémunération est maintenant responsable public. Ma rémunération, dans tous ces éléments, a été et sera déclarée, contrôlée par toutes les instances nécessaires. En ce qui concerne le point que vous évoquez d'un plan de stock options, il était déclaré à l'AMF sur les déclarations de l'entreprise. Il n'était pas caché, il était public depuis des années. Sous le contrôle de l'AMF, l'association de contrôle des marchés financiers, l'autorité de marché financier, voilà. Maintenant, toute ma rémunération, déjà dans le poste précédent, mais encore plus comme ministre, et dans toutes ses composantes et mon patrimoine sont publiés ou seront publiés par la Haute Autorité de transparence de la vie publique. Je vous rappelle qu'elle est entièrement indépendante. Et par ailleurs, les autorités fiscales, dans le cadre de mes impôts, que j'ai toujours payés en France, que je paye en France, et dont je considère normal qu'ils soient élevés quand on a un haut niveau de rémunération, ça fait partie de la solidarité publique, sont également sous contrôle. Donc je considère que l'autorité de contrôle des marchés financiers, la Haute Autorité de la transparence de la vie publique et les services fiscaux sont compétents pour vérifier à tout moment la légalité et la justesse de toute ma situation, de mes déclarations, et de publier tout ce qui doit être publié. En revanche, si je suis
en soutien total et totalement d'accord avec les règles de transparence que nous avons développées, qui ont été développées dans ce pays et qui sont développées encore les jours précédents. Je pense qu'il y a une différence entre transparence et voyeurisme, et donc je ne souhaite pas rentrer plus en détail sur ce sujet qui me paraîtrait déplacé. Je fais confiance aux autorités de contrôle, y compris les déclarations publiques. Tout est transparent, donc j'estime pas nécessaire sur ce plan d'y revenir. Ensuite, je pense qu'il y a un autre sujet que vous évoquez, sur lequel je voudrais dire un mot. D'abord, la vision qu'on peut avoir des rémunérations dans les entreprises. Je pense que les rémunérations des dirigeants font l'objet d'un débat de société en France, en Europe, dans le monde. Et comme tout débat de société, il est légitime, mais ce n'est pas le lieu d'en parler. En revanche, je pense qu'il est important de se dire que des entrepreneurs, des dirigeants, des personnalités qui prennent des risques, qui vont créer de la réalité, de la valeur économique, et donc la possibilité d'emploi, c'est normal que sans excès, ils gagnent de l'argent, ils aient le retour de leur investissement et de leur responsabilité. Et en même temps, lorsqu'il y a création de valeur et prise de risque, tout est une question d'équilibre. Donc il y a des lieux pour en discuter. Je suis tout à fait prête pour en discuter. Je me suis d'ailleurs exprimée beaucoup de fois dans ma vie sur ce sujet. J'ai œuvré sur ce sujet. Mais je pense qu'il ne faut pas confondre ce sujet général, qui est un sujet de société, qui évolue au fil du temps et qui est légitime, avec un contexte particulier, qui n'arrive évidemment pas à une date au hasard. Ensuite, je voudrais... Vous ne me connaissez pas encore beaucoup, mais il y a un certain nombre de gens qui me connaissent dans ce pays. Ils connaissent mon engagement social depuis 40 ans. Je n'ai pas besoin de le prouver, je n'ai pas besoin de le raconter. Beaucoup de gens le savent. Et penser que j'aurais pu, 4 ans à l'avance, parce qu'on m'attribue un plan de stock options, imaginer qu'il serait bien qu'à cette date-là, il puisse y avoir un plan de restructuration, un plan de départ volontaire de salariés pour faire une plus-value, c'est juste absurde, blessant, et je ne laisserai personne dire que je n'ai pas de cœur et pas de morale. Voilà tout ce que je voulais partager aujourd'hui.